Je ne vais pas vous mentir, quand on pense au personnage marquant de Transformers One, Bumblebee, ou plutôt B127, n'est pas forcément celui qui vient en premier à l'esprit. Et c'est assez logique, car quand on prend du recul sur le film, il y a des figures un peu plus marquantes sur le papier, des personnages qui attirent naturellement l'attention. On pense évidemment à D16, à Orion Pax, qui connaît un véritable arc de personnage ici, ou même à Sentinelle, qui est très intéressant aussi à analyser. Mais il ne faut pas oublier que si le film fonctionne aussi bien, c'est parce que tous les personnages sont globalement réussis, même ceux qui ne sont pas au centre de l'intrigue. C'est par exemple le cas d'Elita One, un personnage certes sans développement très poussé, mais bien écrit et attachante, qui joue un rôle important dans l'histoire. Et cette logique s'applique aussi à B127, que l'on connaît évidemment mieux, sous le nom de Bumblebee. Il ne porte pas encore ce nom dans le film, puisqu'il est toujours identifié sous son matricule cybertronien. Parce qu'il faut bien l'avouer, à la sortie des bandes annonces, on s'attendait tous à ce que Bumblebee soit le comic relief un peu lourdingue du film, celui qui fait des blagues à longueur de temps, qui pourrait casser le rythme ou casser l'ambiance même carrément, avec un humour mal dosé, notamment avec la fameuse scène du badastron. En bref, on se disait que s'il y avait bien un personnage qui risquait de nuire à l'équilibre du film, ça serait lui. Et au final, pas vraiment. Je dirais même que c'est plutôt bien plus subtil que ça. Et même mieux, cette version de Bumblebee pourrait bien ouvrir la voie à quelque chose de plus fort encore dans le futur. Honnêtement, je pense qu'on peut déjà dire que c'est la meilleure version de Bumblebee qu'on ait vue au cinéma jusqu'à présent. D'ailleurs, si vous voulez approfondir le sujet, je vous invite à jeter un œil à mes deux premières analyses sur le personnage, l'une sur Bumblebee dans le premier film Transformers, avec son développement et sa conception, et l'autre sur son évolution entre les films 2 et 5, et bien sûr, une vidéo viendra un peu plus tard sur ses apparitions dans son film solo et dans Rise of the Beasts. Mais aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur Transformers One, tout simplement parce que le film me tient particulièrement à cœur, et aussi parce que ça fait un moment que je vous avais pas parlé d'un personnage ou d'un élément tiré de ce long métrage. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Lâchez votre plus beau pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, on est parti pour un petit tour sur Cybertron. Pour commencer, parlons de l'inspiration visuelle de ce Bumblebee. On va pas se mentir, oui, c'est clairement une version qui puise énormément dans le style G1, mais elle incorpore aussi pas mal d'éléments issus des films Transformers, notamment dans le design du visage. On est face à un mélange entre le Bumblebee G1 et celui des longs métrages, en particulier au niveau du casque, qui s'éloigne un peu des fameuses cornes de la version des années 80, pour s'approcher davantage de ce qu'on a pu voir au cinéma. En soi, l'inspiration n'a rien de vraiment révolutionnaire ou original. C'est un design très classique de Bumblebee en version cybertronienne, assez conventionnel mais efficace. Il est aussi fortement influencé par le film Solo de 2018, surtout pour ce qui est du mode véhicule, qu'on retrouve ici après qu'il ait obtenu son T-Cog. La voiture qu'il adopte évoque très clairement celle qu'il avait dans le film Bumblebee, ce qui renforce encore le lien entre les deux œuvres. Et ce lien est d'autant plus logique quand c'est justement dans le film Bumblebee, encore une fois, qu'on découvre pour la première fois son matricule B127, un nom qu'il abandonne en rencontrant Charlie sur Terre pour devenir simplement Bumblebee. Donc, faire ce parallèle dans Transformers One, c'est à la fois cohérent et intelligent, surtout d'un point de vue narratif. On peut même se demander si à l'avenir, toutes les versions de Bumblebee avant leur arrivée sur Terre porteront systématiquement ce matricule. C'est une possibilité et ça sera intéressant de voir si cette idée s'ancre dans les prochaines adaptations de la licence. Enfin, il faut noter qu'à ce jour, il n'existe pas vraiment de concept art alternatif pour Bumblebee dans Transformers One. Le design a visiblement été fixé assez tôt, car on ne trouve pas beaucoup de variations en termes de concept art pour le perso. Les artistes se sont largement appuyés sur des modèles déjà existants, avec aussi notamment un peu la version War Cybertron de 2010, mais dans l'ensemble, c'est clairement le look du début du film Bumblebee qui a servi de base à ce nouveau design dans Transformers One. Quand on parle de la caractérisation de Bumblebee dans Transformers One, on ne va pas y aller par quatre chemins. En surface, oui, Bumblebee, B127, est clairement
le comic relief du film. C'est le personnage qui est là pour détendre l'atmosphère, sortir quelques blagues et parler aussi aux spectateurs les plus jeunes. C'est assumé et c'est son rôle dès le départ. Et je comprends que cette approche ait pu faire peur, notamment à cause de la toute première bande-annonce avec la fameuse blague du Badastron. À ce moment-là, le personnage semblait tout bonnement insupportable, envahissant, presque comme s'il allait plomber chaque moment sérieux du film. On pouvait redouter un Bumblebee façon bouffon en quelque sorte. Mais en réalité, ça n'est pas du tout ce qui se passe. Oui, Bumblebee fait des blagues, oui, il a une énergie débordante et il est clairement hyperactif, mais il n'impacte jamais les scènes fortes du film. Et c'est là qu'il y a un vrai travail d'équilibre dans son écriture. À aucun moment, il ne vient casser un moment émotionnel ou une séquence d'action épique. Quand l'histoire devient sérieuse, il se met en retrait ou devient lui aussi assez sérieux aussi. Et c'est quelque chose d'assez rare pour un comic relief dans un film grand public. Alors bien sûr, il y a peut-être une ou deux scènes où sa présence humoristique peut paraître un peu excessive. Je pense notamment à la bataille finale lorsqu'il découvre ses épées. Il se la joue un peu, il fanfaronne, mais honnêtement, c'est cohérent avec son personnage. Il est content, il a des épées, il s'exprime à sa manière, ça reste dans le ton, ça ne gâche pas l'attention de la scène, et on oublie vite ce petit écart. Et en parallèle, les moments humoristiques sont généralement bien placés. Prenons la fameuse blague Badastron. Elle apparaît pour la première fois lors de son introduction au niveau -50 de Cybertron. La scène est plutôt légère, donc la blague passe bien. Elle revient ensuite lorsqu'ils arrivent à la surface, et là, oui, il la répète un peu trop à Elita à mon sens. Il se lance dans un monologue en mode « on m'appelle Badastron », répète 1, 2, 3 fois, avant qu'elle le remette à sa place. Ce passage est peut-être un poil trop appuyé, je ne vais pas mentir, c'est la seule touche d'humour du personnage dont je me serais vraiment bien passé. Enfin, la blague revient une dernière fois dans la bataille finale, et là, elle fonctionne de nouveau plutôt pas mal. C'est presque un accomplissement pour lui. Maintenant qu'il a des épées et qu'il se bat pour de vrai, il mérite ce surnom. C'est une boucle bouclée, bien amenée, la preuve que cette blague, aussi bas de plafond soit-elle, trouve une conclusion satisfaisante au sein de l'histoire. Et ce comportement, cette manière de parler, d'agacer un peu Elita ou même les autres bots, ça m'a rappelé une autre figure emblématique du cinéma d'animation. Je parle de l'âne dans Shrek. Oui, Bumblebee a un peu ce côté sidekick bavard, celui qui ne s'arrête jamais de parler pendant que le groupe avance. Et ça n'est pas une critique, c'est un rôle classique, efficace, et ici plutôt bien maîtrisé. Four best friends who were walking through the door. There's no doors, we're outside. I'm gonna just stop talking! Finally! I'm gonna need you to talk less. What am I talking less about? My nickname? That's fine with me. Mais au-delà de son rôle de comic relief, au-delà des blagues et de sa personnalité exubérante, je trouve que Bumblebee dans Transformers One est un personnage profondément tragique dans une certaine mesure. En fait, il a même un petit côté clown triste si je peux dire. On découvre qu'il a été relégué au niveau -50 de Cybertron, un endroit inconnu puisqu'à la connaissance de la population, il n'y a que 40 sous-sols dans la planète. Sauf que lui, il y est, et il est tout seul. C'est un ancien mineur laissé à l'abandon, assigné à une tâche ingrate, traiter des ordures pour les envoyer à l'incinérateur. Il est littéralement dans les bas-fonds, dans le sens physique comme symbolique du terme. Et honnêtement, on ne sait même pas ce qu'il a fait pour mériter ça. Peut-être qu'il a énervé un supérieur, peut-être même Darkwing directement, ou peut-être qu'il a juste été mis là parce qu'on ne savait pas quoi faire de lui. Mais le résultat, c'est que ce personnage vit un isolement total. Il est tellement seul qu'il s'est fabriqué un ami imaginaire, un Steve, qui est juste un tas de ferraille, un robot qu'il a construit lui-même, mais qui n'est ni vivant ni animé. C'est assez touchant et en même temps un peu triste. Il ne sait même plus combien de temps il a passé là-dessous, ce qui suggère que ça fait au moins des années. Et à force, il a développé ce comportement un peu étrange, parce que quelque part, c'est sa seule manière de survivre mentalement. Et ça donne une toute autre lecture à son comportement dans le film. Ça n'est pas juste un rigolo mis là pour faire rire les enfants, c'est quelqu'un qui, après des années passées sans voir âme qui vive, se trouve soudain face à 3 autres Transformers. Et forcément, il explose de joie. Il parle, il fait des blagues, il cherche l'attention, parfois à l'excès, mais c'est profondément touchant et un peu humain en fait. Parce que quand on est resté seul aussi longtemps, il n'y a que 2 réactions possibles. Soit on devient sauvage et on rejette tout contact, soit au contraire, on se jette sur la moindre interaction avec une énergie débordante. Et c'est ce que fait Bumblebee ici.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement à Orion, D16 ou Elita, il ne vient pas directement des mines du coup, il est extérieur au trio, ce qui crée une dynamique entre eux, il ne les connaît pas et eux ne le connaissent pas non plus au départ, il n'a pas d'histoire partagée avec eux, ce qui permet de raconter quelque chose de différent. Et au final, même si le film ne le met pas en avant de façon très explicite, il y a une vraie mélancolie chez Bumblebee, une forme de tristesse camouflée derrière des blagues. Il veut exister, il veut qu'on le voie, qu'on l'écoute, parce qu'il a trop longtemps été oublié, et a peut-être enfin l'occasion de briller et de vivre ailleurs que dans les profondeurs de la planète. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans la caractérisation de Bumblebee dans Transformers One, au-delà de l'aspect un peu tragique dont je parlais plus tôt, c'est surtout la manière dont il est écrit. On revient ici à quelque chose de plus simple, plus authentique et surtout plus fidèle à ses origines. Ces dernières années, on a eu tendance à transformer Bumblebee, sans mauvais jeu de mots, en héros majeur, presque au même niveau qu'Optimus Prime. Il est devenu une sorte de figure centrale de Transformers, et ça, c'est en grande partie à cause des films. Comme il a été très mis en avant au cinéma, forcément, les séries qui ont suivi ont continué dans cette direction. Robots in Disguise en 2015, Cyberverse, War for Cybertron sur Netflix, à chaque fois, Bumblebee est mis sur un piédestal avec un rôle bien plus grand que celui qu'il avait à la base. Même dans Transformers Prime, où ça restait encore assez mesuré, il avait une importance très forte, et cette sorte de destin héroïque. Et dans Earthspark, où il est un peu différent, en fuite, considéré comme mort, encore une fois, il a une place stratégique pour les Autobots. Alors que là, dans Transformers One, on revient à un Bumblebee qui est plus modeste, un simple éclaireur, pas un futur chef, et j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant. On retrouve un peu l'esprit du Bumblebee G1, ce petit Autobot sympa mais qui n'est pas destiné à commander ou à être le grand héros de l'histoire. C'est l'arc de personnage d'Orion Pax ça. Mais ce que j'ai encore plus aimé, c'est qu'il y a des échos très nets au Bumblebee de Transformers Animated, qui est personnellement mon itération préférée du personnage. Ce côté un peu hyperactif, parfois agaçant, toujours en train de parler, de faire des blagues, de tout commenter, mais pour cacher un vrai mal-être, une vraie insécurité. Dans Animated, Bumblebee veut intégrer la garde d'élite, il rêve de grandeur, jusqu'à ce qu'il comprenne que ce n'est peut-être pas pour lui, et il refuse même une promotion pour sauver son ami Bulkhead, ce qui en dit long sur ce qu'il est vraiment. Loyal, imparfait, mais profondément touchant, et qui parle beaucoup aussi, oui, et c'est ce qu'on a retrouvé ici. Dans Transformers One, à aucun moment, on ne nous fait croire que Bumblebee va devenir un chef, un héros majeur, ou même jouer un rôle déterminant dans le conflit. Non, c'est un sidekick, et c'est justement ça qui le rend fort, il est à sa place, il ne prend pas une place démesurée, mais il brille quand même à sa manière. Il ne faut pas forcément le comparer à un Robin par exemple aux côtés d'un Batman, mais il joue quand même ce type de rôle secondaire fort et bien écrit, qui fait avancer l'histoire à sa façon, et franchement, c'est dans ce genre de position qu'il est le plus intéressant. D'ailleurs, j'ai vraiment eu peur d'un truc pendant le film, qu'il perde sa voix, parce que oui, maintenant c'est presque devenu un cliché pour le personnage de Bumblebee, avoir un personnage muet qui parle par des extraits de radio, qui fait des bips, c'est censé le rendre attachant ou lui donner un passé tragique, mais honnêtement dans les films, c'est surtout devenu un gimmick, un moyen de faire rire ou d'émouvoir sans trop creuser, et ça, eh ben c'est dommage. Heureusement, Transformers One ne tombe pas dans ce piège, il laisse sa voix intacte, ce qui était, je trouve, la meilleure décision. Et d'ailleurs, un petit big up à Keegan-Michael Key, l'interprète du personnage en VO, qui fait vraiment du super boulot. Et pourtant, eh ben, quand j'avais entendu ses premières répliques, j'étais pas franchement convaincu. Yes! I'm B-127, by the way. Badassatron. Holy Primus. Oh! Holy Primus! I get to work for the government! Bon, pour ce qui est de Philippe Lachaud en VF, ça pour le coup, chacun est juge, j'ai trouvé son interprétation plutôt correcte malgré tout, mais ça vaut clairement pas l'original. Au final, bah ouais, pas besoin de rendre Bumblebee muet pour le rendre attachant, il l'est déjà, juste par la manière dont il est écrit. Faut-il encore, eh ben, bien l'écrire, et ça, tous les médias Transformers ne l'ont pas compris. Voilà pour cette nouvelle vidéo analyse sur Bumblebee dans Transformers One, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du personnage, est-ce que vous avez apprécié son interprétation, ou est-ce qu'au contraire vous êtes plus fan des Bumblebee qui ont un destin vraiment grandiose et qui sont plus proches du coup de ce qu'on a eu entre 2010 et 2020. Dites-moi tout ça, je serais curieux de savoir comme d'habitude, on va se retrouver très vite pour du nouveau contenu, c'est tout pour moi, c'était Magnus, ciao.